Bonjour et bienvenue dans ce 9e mini-épisode de Psychologie de comptoir. Ok, quand je m'ennuie, au lieu de faire des trucs utiles comme faire des putains de trucs pour la saison 2, je m'amuse à ne rien faire. Je traîne sur les réseaux sociaux, je re-regarde des séries que j'ai vues et revues, et quand je peux pas re-regarder des séries que j'ai vues et revues, je revois les extraits que j'aime le plus sur YouTube. Devinez qui a re-regardé plein de scènes de Jujutsu Kaisen pendant l'écriture du Bref de comptoir 7 sur Fallout? This guy. Je n'arrête pas de répéter en long, en large, en travers que mon type de personnage préféré sont les vilains. Et croyez-moi, avec la saison 2, on va encore en parler. Sans m'étaler sur le sujet, car comme je l'ai dit, on va en reparler plus tard, j'ai toujours préféré les vilains aux héros, car je trouve qu'ils ont plus de matière, plus de possibilités en termes de créativité que chez les héros. C'est d'ailleurs le type de personnage que je préfère créer dans mes fictions, peu importe le format. Mais il y a un type de héros qui pourrait égaler les vilains, l'anti-héros. Contrairement à ce que son nom pourrait laisser croire, l'anti-héros n'est pas un anti-héros. Bien qu'il peut frôler l'antagonisme sur certains aspects, l'anti-héros intervient dans l'intérêt du bien commun. Cependant, il se distingue de ses collègues héros par de nombreux aspects, à commencer par ses défauts. Si on retrouve la naïveté, l'extrême bienveillance ou encore l'envie d'aider les autres avant soi-même en tête des défauts du héros, l'anti-héros peut avoir des défauts plus négatifs qui vont se ressentir dans sa manière de se battre et ou de résoudre des conflits. De plus, bien qu'il soit là pour sauver les autres, le pourquoi du comment n'est pas forcément louable. Mais bien entendu, le meilleur moyen de comprendre ces personnages est d'en décortiquer un. Dans cette catégorie, on rencontre des héros de différents types d'œuvres, allant de l'animé au film, de studio en studio, peu importe le scénariste ou le réalisateur chargé du projet. On retrouve notamment Deadpool, Hancock, Punisher, Bakugo ou encore mon grand favori, Satoru Gojo. Satoru Gojo est un des protagonistes de la série Jujutsu Kaisen. On le rencontre dès l'épisode 1 où il explique à Yuji qu'il est condamné à mort après avoir avalé un des doigts de Sukuna. Gojo va se battre pour que Yuji reste en vie en justifiant qu'il est un bon réceptacle pour les autres doigts, ce qui permettrait d'éliminer Sukuna une bonne fois pour toutes. Il prend le jeune garçon sous son aile et le forme à l'exorcisme aux côtés de Megumi et Nobara. Tout l'intérêt ici est de construire un personnage qui présente des signes classiques d'un héros. Malgré son côté bourrin en combat, Gojo dédie son temps à la formation de ses élèves, mais aussi à éliminer les fléaux qui menacent les humains. Il est marrant, il est fort, il est protecteur, bref, comment ne pas l'aimer? Naturellement, aux yeux de ses ennemis, Gojo est comme les autres exorcistes. Je ne parle pas en termes de force, bien évidemment, car sa réputation le précède, mais plutôt sur l'aspect héros. Un exorciste a pour but d'éliminer les fléaux pour éviter qu'ils blessent ou tuent des humains. Blesser ou tuer des humains pour les héros peut être une raison pour ne pas attaquer, pour retenir ses coups, pour culpabiliser et donc se mettre en difficulté. Lorsque Gojo se retrouve piégé dans le métro avec 2 fléaux et des centaines de personnes, ces derniers pensent qu'ils auront l'avantage dans la mesure où la technique de Gojo est trop dangereuse dans un petit espace, ce qui aurait pu marcher si c'était un autre héros. Dans mon épisode spécial Pouce d'or sur Orange is the New Black, j'avais souligné l'importance du passé du personnage, qu'il soit montré ou non. Pour l'auteur, c'est une manière de créer le personnage du présent en se basant sur ses origines. Un personnage avec des parents instables pourra difficilement être stable lui-même. Une personne ayant affronté de nombreuses épreuves dans son passé sera impactée par ces épreuves. L'objectif d'un personnage peut influencer ses décisions, etc., etc. Qu'on décide de les montrer ou non, ils sont une trace de la vie du personnage et ce pourquoi il est ce qu'il est aujourd'hui. Le héros est souvent un héros parce qu'il veut faire le bien de manière générale. Que ce soit sauver le monde, mettre à contribution son pouvoir, aider des proches, etc. On a un large éventail de possibilités qui font que le héros va devenir, un héros du coup. Ici, dans le contexte de l'attaque du métro, les méchants agissent comme s'ils étaient face à un de ces héros qui, en conséquence, vont mettre le bien des gens avant l'élimination des vilains. Parce que Gojo a un pouvoir dévastateur, le mettre dans un espace minuscule rend son pouvoir dangereux pour quiconque se trouve autour. Le problème, c'est que même si certains fléaux ont conscience de sa cruauté, ils sous-estiment jusqu'où peut aller Gojo pour les éliminer, car Gojo ne joue pas selon la règle des héros. L'anti-héros ne sauve pas les gens parce qu'il veut sauver des gens, mais parce qu'il peut le faire. C'est là tout l'intérêt du passé de Satoru. On y découvre un personnage ambitieux, provocateur, conscient de son talent et de sa force, et qui se fiche comme de l'an 40 des humains ou du fait qu'ils puissent voir les actions des exorcistes tant que le travail est fait. Le fait qu'ils aient dédié leur force au bien commun est un concours de circonstances dû à un passé plus lointain ou un événement qui les a poussés à admirer et ou rejoindre le clan des héros. Au final, comme au titre de Shigaraki par exemple, dont on reparlera dans la nouvelle saison de Psychologie de comptoir, si Gojo était tombé dans de mauvaises mains en étant petit ou s'il avait porté une admiration pour les méchants dès un très jeune âge, il aurait pu se tourner vers le côté obscur. Et là je dis bonne chance aux héros qui auraient dû l'affronter.
Même si on comprend la nature nonchalante et assurée de Gojo dès son premier combat, qui est contre Sukuna aka le roi des fléaux en personne, son passé illustre jusqu'où cette provocation peut aller et montre les objectifs de Gojo. Son but est de prouver qu'il est le meilleur et qu'il est à la hauteur des missions qu'on lui octroie. Et s'il peut le faire en provoquant et en humiliant ses ennemis, il le fera. C'est là qu'il se distingue de ses amis ou de ses élèves. Gojo ne prend pas de gants avec ses adversaires, peu importe leur espèce. À partir du moment où quelqu'un ou quelque chose est une menace qui doit être immobilisée ou éliminée, il agit en conséquence, peu importe les dégâts et les conséquences, car l'important est le résultat. Est-ce que c'était nécessaire de broyer les membres de ce type? Non, mais il est immobilisé. Est-ce que c'était nécessaire de mettre autant de puissance sur Hanami au point qu'elle soit désintégrée? Sans doute pas, mais elle est morte donc ça marche. Pour revenir au début de ce combat au sein de la station à Shibuya, les erreurs de ses ennemis est d'avoir sous-estimé Gojo en se basant sur des traits de héros classiques. Même s'ils ont réussi leur objectif en l'emprisonnant dans la lisière du supplice, il s'agissait d'un coup de chance car le plan en lui-même aurait pu échouer. En pensant que Gojo serait prudent et mettrait en priorité les vies des victimes, ils ont pensé s'en sortir tous indemnes. L'atout de ce combat pour les vilains est bien évidemment Mahito et sa capacité à transformer les humains en fléaux, et surtout à Kenjaku dans la peau de Suguru, perturbant l'exorcisme suffisamment longtemps pour que la lisière du supplice ne le capture. Sans lui, sans cet élément important du passé de Gojo, le combat était perdu d'avance pour les fléaux. Ce que j'aime à travers cette scène, c'est comment un combat peut changer diamétralement d'issue en fonction de l'analyse des personnes impliquées dans le combat. Même si Mahito a conscience que Satoru serait prêt à sacrifier quelques personnes si ça peut en sauver un plus grand nombre, il est persuadé que l'afflux massif de population dans la station et les humains altérés vont le ralentir. Il se base uniquement sur le fait que Satoru étant un héros ne mettra pas en jeu la vie de toutes les personnes dans la station pour exorciser 3 fléaux et privilégiera leur sécurité. Il s'agit d'une mauvaise analyse de leur adversaire qui aurait pu leur coûter la victoire si Kenjaku n'était pas dans le coup. En réalisant l'improbable, en agissant différemment des normes, les anti-héros sont imprévisibles et cela couplé à une force supérieure à la moyenne les rend puissants et incroyablement prétentieux. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je voulais analyser un personnage dans un contexte particulier et ce qui pouvait arriver quand on se trompait sur son caractère et ses motivations. Cela montre aussi l'importance des détails et du passé des personnages, même au sein d'une situation courte, et comment on peut renverser une situation uniquement car on se range dans des codes trop fermés pour des personnages comme Gojo. J'espère que cette analyse vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker et à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Si vous avez envie d'entrer dans le débat, l'espace commentaire est ouvert pour toutes vos analyses et je suis ravie de partager avec vous dans la bienveillance. D'ici la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye!